Yes. Le Golden Boy. Comment allez-vous, mon frère? Ah, c'est avec beaucoup de plaisir. Mais comment tu fais pour garder la forme? Ah oui, hein, on sent... Ah, mais regarde, l'abdo, c'est toujours comme en 94, 93. Je n'ai plus d'abdos. Tu manges pas trop de riz, c'est ça? Pas trop. Bienvenue chez moi. Merci à toi, Salah. Allez-y, on y va. Bonsoir, bienvenue dans AGP Sport, qui a posé cette semaine ses valises à Kolea, au domicile d'un ancien footballeur guinéen qui a marqué son époque. Je vais bien parler de ce meneur au style particulier. Avec son rasta à l'époque, Abdul Salam Sow. On l'appelait le Golden Boy. Fait technicien, Abdul Salam Sow a tourné sa bosse un peu partout, sur le plan européen, même en Asie. Abdul Salam Sow du Sili national. Avec lui, nous allons parcourir la vie de l'homme sur le plan footballistique, mais aussi ses projets en cours. Mesdames et messieurs, si vous êtes là, bienvenue dans AGP Sport et nous sommes chez Abdul Salam Sow. Bonjour Salam. Bonjour, bonjour Bouba. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est à moi déjà de vous remercier d'être venu chez moi et d'avoir pensé à ma modeste personne. Avant de parler de votre carrière, Abdul Salam Sow, le Golden Boy, c'est venu d'où? Ben, disons, le Golden Boy, il y avait un Américain qui était dans notre quartier, comment dirais-je, à Dixon. Mais comme il était américain, il ne parlait pas, comment dirais-je, français. Donc il m'appelait à chaque fois Golden Boy, que je rejetais. Parce que je ne savais même pas ce que ça veut dire. Ce que ça voulait dire. Oui. Donc c'est venu comme ça. Petit à petit. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre parcours? Vous avez commencé comment et quand, avant de vous retrouver sur le plan national? Disons, j'ai commencé déjà dans les rues de Mamou à l'âge de 5 ans. Nous sommes en quelle année là, Salam? Disons dans les années 70. D'accord. Et quand mon papa était affecté à Conakry, comme c'était lui l'inspecteur général des PTT, d'accord. Et j'ai continué à jouer dans les rues d'Almamia, au poste. C'est là où j'ai rencontré les titis qui devaient avoir 3 ans, 5 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Après, je suis rentré dans l'équipe de Mbaye Ndour, qui était à l'époque l'une des stars du football. Et après Kolea, et après Almamia, je me suis installé je suis venu chez ma soeur ici à Kolea. Et c'est là où j'ai eu la chance, et que ce dernier aussi a eu la chance qu'on se rencontre, Nabi Dias. Qui est décédé, Dias Marino. Marino, et qui repose un peu aujourd'hui, et qui a été vraiment le fer de lance de notre génération, de toute une génération. Pour moi, c'est le meilleur coach guinéen pour moi de tous les temps, parce qu'il était en avance par rapport à sa génération. À son temps, à sa génération de l'époque. Et c'est cette équipe du quartier après qui est devenue en même temps le Sili cadette. Et comme on n'avait pas une équipe cadette... Et là, nous sommes en 87 là? Non, 82, 83, 84. Et en 85, nous avons eu la chance de rencontrer l'âge Sérif Suleiman, le Ballon d'Or, et qu'on faisait les levées de rideau au stade du 28 septembre. Et quand il y a eu l'opportunité auprès de la Fédération guinéenne de football, avec l'accord de la CAF pour la Coupe du Monde des cadettes, et comme notre génération était déjà en place, donc c'est notre génération qui avait été retenue pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde des cadettes. Et c'est comme ça que ma carrière est partie. Alors, Salah, on va parler des clubs ici. Avant de monter sur le plan national, vous avez joué dans des différents clubs ici. Oui, après la Coupe du Monde des cadettes, et à notre retour, on voulait former un club. Avoir notre club à nous. Mais bon, ça avait été un échec. Il y a certains qui sont partis dans l'AS Kaloum, le Coréa. Et moi, vers la fin, j'avais signé dans le AFIA, et qui n'avait pas duré. Je crois que je suis resté une demi-saison, sans jouer non plus, mais en même temps, j'étais titulaire avec l'équipe nationale, les juniors. Après le AFIA, j'ai signé avec la Renaissance. La Renaissance, lors des, comment dirais-je, les préparatifs, j'ai eu la chance de rencontrer M. Guy Piriou, qui était un armateur français, qui est en Bretagne, qui vivait en Bretagne, à Concarneau, qui évolue aujourd'hui, je crois, en division.
Donc j'ai eu l'opportunité de partir à Concarneau pour, disons, 6 mois. Donc pratiquement, je n'ai pas réellement joué dans le championnat guinéen à mes débuts. C'est à mon retour de Concarneau que j'avais signé dans le Orea en 89 pour une saison. Ok. C'est du Orea qu'on vous a sélectionné pour le Sili national? Pour le Sili, oui. En quelle année? En décembre 89. Tu te rappelles de cette première rencontre, de ta première sélection? Ma première sélection, c'était contre le Nigeria. Ok. Ici à Conakry. Ok. La génération des Yekini. Oui, Yekini Rachidi. Et on avait fait un match nul, 1-1 à Conakry. Et un but de Diable Fodi Karika. Ok. Ce fut une génération dorée. On peut citer beaucoup de noms, même si là qui est décédé, il y avait toi, Akabe, les Gad Babara, les Pablo Cham, Titi Camara. Vous vous êtes retrouvés à la CAN 94. Mais avant cette année-là, beaucoup d'eau avait coulé sous le pont. Il y a eu les éliminatoires pour la Coupe du Monde 94, Guinée-Cameroun, à l'aller, au retour ici. Racontez-nous un peu cette époque, surtout de cette rencontre. Nous, on avait passé la nuit au stade du 28 septembre, ne serait-ce que pour rencontrer suivre ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez à 2 doigts de vous qualifier pour la Coupe du Monde en 94. Ben, disons, c'est une génération qui n'a pas eu de la chance. Parce que dans la vie de tous les jours, il faut avoir... Tu peux avoir du talent, mais pas avoir de la chance. C'est une génération qui avait vraiment du talent, du répondant, mais qui n'avait pas de la chance. En 1994, toutes les équipes africaines évitaient le Cameroun. Oui. Et nous sommes tombés sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Et nous étions, comment dirais-je, je le dis franchement, tu veux parler de l'ingérence? Non, la CAF qui nous avait empêchés d'aller à la Coupe du Monde. Ou bien c'était l'année de la Guinée, c'était l'année de toute une génération. Parce que c'est un Syrien qui a sifflé. Oui, mais le Syrien, mais il était en fin de carrière aussi. Ouais. Et on avait même eu un penalty qui avait été annulé pour que ce soit un coup franc. Et après, Alphonse Tchami a marqué ce but. Et Tchami avait marqué, et le Sili avait fait le match, et le Cameroun avait gagné. Mais avec le recul, je me rends compte aussi, c'était une sélection camerounaise qui était vraiment expérimentée. Ouais. Ils avaient de l'expérience, plus âgés que nous. Nous, on avait le talent, mais pas l'expérience. Assez d'expérience. Et c'est ce qui nous est arrivé aussi en 98. Le Nigeria, pour moi, ces 50 dernières années, c'est la meilleure équipe africaine que l'Afrique a connue. Parce que c'est l'équipe qui avait gagné les Jeux Olympiques. Atlanta. Atlanta. Et nous sommes tombés aussi sur le Nigeria. Et le Nigeria, qui ne perdait jamais des matchs en Afrique, mais ils avaient mordu la poussière ici, ils avaient mordu les gazons du 28 septembre avec un grand Ousmane Ngom. Alors, Salam, que dire de cette rencontre Guinée-Burundi? On a joué ici, on s'est retrouvé à Bujumbura également, en égalité parfaite. Il fallait jouer un match de barrage à Libreville au Gabon. On arrive, on joue les 2 fois 45 minutes, 0 but partout. Il fallait aller au tir au but. Qu'est-ce qui s'est passé? Morla, il tire, il rate. On demande à Salam de venir tirer. Mais vous savez, déjà avant, ça faisait déjà 14 ans que la Guinée n'avait pas participé à une CAN. 14 ans, ce n'est pas 14 jours. Et il a fallu cette génération ramener le Sili à une Coupe d'Afrique des Nations et faire comprendre à tous les parents, parce qu'à l'époque, pour jouer au foot, ça n'était pas donné à tout le monde. Ça, c'est vrai. Et les parents ne souhaitaient vraiment pas que leurs enfants jouent au football. Et c'est cette génération qui a ouvert la porte même à cette génération d'aujourd'hui, faire comprendre aux parents qu'on pouvait réussir dans le football. Et ça revient à notre génération, qu'on le veuille ou pas. Certes, nous n'avons pas ramené de trophée. Oui, mais vous avez déblayé le chemin. Effectivement. Alors, donc pour revenir à l'action, à la veille du match, j'avais entendu un Gabonais, parce que les Gabonais étaient pour la Guinée. Rien que par rapport à Mohamed Silla Sokra. Qui a joué à FC 105. Qui avait joué à... Le nom du club m'échappe, mais ce n'était pas FC 105. Oui, c'était au Gabon. Ils étaient pour la Guinée.
Et en parlant comme ça, il nous raconte, ah, vous n'aurez pas l'occasion de marquer demain parce que les Burundais ont fait tellement de maraboutage. Ça ne va pas marcher pour vous. Même à Libreville ici, vous n'allez pas marquer. Alors quand Kolo a manqué son penalty, donc je m'étais dit dans ma tête, je dis ok, même si on ne marque pas un but, mais moi je vais rentrer dans les buts là. Pour voir ce qui est dedans. Ce qui est dedans ressortir. C'est ainsi qu'on vous a vu. Mais en le faisant, tu as fait le tour du gardien. Oui, mais je priais aussi. Et sur le coup, ça a marché. Des noms, Zumamoussi, Vanamoussi, Ngando à l'époque. Tu viens, tu tires, tu marques. Après, il y avait un dernier tir qui devait venir. C'est Ngom qui vient tirer. Il était très jeune, hein? Il était à l'aise quand même. Mais Ngom ne voulait pas tirer. Il a fallu qu'on lui tire les oreilles. Il dit, lève-toi. Il dit, non, mais tu vas tirer. Aujourd'hui, tu vas tirer. Et Pablo aussi. Et Pablo Cham. Pablo Cham aussi, il était assis. On lui dit, Pablo, bouge-toi. Il dit, non, 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 vous les anciens, vous n'avez qu'à tirer. Moi, je suis encore jeune. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Mais ça a été une délivrance pour le football guinéen. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était de se qualifier pour la CAN. Vous vous êtes qualifié, on arrive, on tombe sur le Ghana, le Sénégal, la Guinée. Et Maître Nabi était le sélectionneur. Ça n'a pas marché malheureusement pour la Guinée. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Sans langue de bois. Ça ne pouvait pas marcher. Parce que quand on s'est retrouvé à Aix-en-Provence. Oui, ça c'est au sud de la France. Dans le département des Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, oui. Quand on s'est retrouvé en stade, le président, à l'époque Lansana Conté, qui repose en paix, avait dépêché 2 ministres. Je crois qu'il y avait le grand frère de M. Morsiri Silla, qui est décédé aussi, qui repose en paix, et le ministre Assefat. Gassedi. Quand ils sont venus, ils nous ont rendu, comment dirais-je, ils nous ont expliqué pourquoi ils étaient là. Mais comme il y avait un problème de... Au sein du groupe. Il paraît qu'il y avait une division. Salamso, Akabe, Socrates, il paraît, d'après les informations. Il n'y avait pas de division. Si vous voulez, moi j'étais vraiment le catalyseur. Je n'ai jamais eu de soucis avec mes partenaires. Parce que je n'ai jamais appartenu à un clan. Mais il y avait un souci, certes, ça c'était entre... Titi, Sokrai, Abdou et Edgar, mais ce n'était pas quelque chose de si grave. Si méchant. Si méchant, mais la manière a fait que, et surtout les ondis, ont fait qu'après la réunion, je me suis levé en disant à tout le monde que si j'avais livré une canne, avant cette canne-là, je dis que je n'allais pas accompagner cette équipe. C'était quoi le problème? Non, en leur disant haut et fort, nous partons pour 2 matchs, 2 défaites et après, chacun allait regagner son club. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça n'avait aucun lien avec cette histoire de brassard? Non. Salam, allez-y, lâche-toi. Il y a le brassard. Le brassard, oui. Si je te dis aujourd'hui par rapport au brassard, moi et Kolo, Kolo avait été voir Titi par rapport à ce problème de brassard. Et il n'a rien voulu comprendre. Mais ça appartenait au passé pour nous. Parce que l'objectif, il fallait 11 bons joueurs qui étaient concentrés par rapport au match. C'est la raison pour laquelle j'avais même été voir Maître Nabi pour lui dire si on ne peut pas rendre le brassard à Sokra, de remplacer Sokra parce qu'on voulait jouer à 11. Parce qu'il n'était plus dans son match. Non, imaginez-vous. D'après vous, ça a été injustement fait? Oui. Non, ce n'était pas le moment. De le retirer le brassard. Voilà, ce n'était pas le moment. Et surtout la manière. Et c'est ce qui a impacté l'équipe? Ça n'avait pas impacté l'équipe, mais ça avait donné encore, ça a boosté le groupe. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le match, tout le monde s'était battu. On s'était battu comme des... Excusez-moi du terme, comme des chiens. Parce qu'il fallait absolument qu'on se qualifie. Le Ghana nous bat 2-1, je crois. Le Sénégal aussi. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait le papa de Leroy Sanou qui jouait dans l'équipe du Sénégal à l'époque. Le Sénégal qui nous avait fait très mal. Je revois encore. Il allait très très vite aussi. Oui, il jouait en Allemagne à cette époque. Mais vous savez, c'était une génération qui avait de la personnalité. C'est parce qu'il y avait vraiment
causé la perte de l'équipe. Mais imaginez, vous êtes dans une salle pour faire le classement et qu'il y a les parents de certains footballeurs, de certains joueurs, et qu'il y a les, comme on appelle ça, les supporters qui se mêlent du classement en disant j'ai telle chose à dire et qu'ils n'étaient pas avec nous à l'entraînement lors des stages et que certains joueurs qui n'avaient même pas joué les éliminatoires se retrouvent là, se lever après le classement, dire oui, moi je ne suis pas venu pour des vacances, je suis venu pour jouer. Si je ne joue pas, je rentre. Ça, la responsabilité revient à qui? Et ça m'avait mis dans tous mes états, à un moment donné, même contre le Sénégal. C'était le dernier match? Oui, le Sénégal, j'ai quitté la salle. Parce que ça n'était de trop. Il y a un parent d'un joueur qui s'est levé pour dire « Ah, si mon fils ne joue pas, je vais prendre mon enfant et partir. » Et Tite qui était assis à mes côtés, je dis « Mais moi, j'en ai assez comme ça. Je vais regagner ma chambre. » Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas gagner. Parce qu'il y a un tout. Et ce tout-là est négatif. Tout était mis en place pour ne pas que l'équipe avance. Pour ne pas que l'équipe avance. Ok. Et on se rappelle de ce but de Charles Akonor sur le côté... Qui était un but... de 45 mètres. De 45 mètres. Alors, c'était un but exceptionnel. Pour revenir à ce match de Guinée-Kenya, et on vous demande, à l'époque c'était en brûle les étapes, hein, et c'est Mountiane qui était notre sélectionneur. On vous demande de sortir. Après, et on vous voit avec l'entraîneur, qu'est-ce qui s'est passé? La vraie version des faits. Beaucoup vous ont accusé à tort ou à raison à cette époque d'avoir battu les sélectionneurs, l'insulté. Qu'est-ce qui s'est passé, Salam, à Nairobi? Vous savez, quand on ne connaît pas la vérité, la réalité des faits, chacun peut raconter ce qu'il veut. Ouais. Et c'était le match qu'il ne fallait pas perdre pour se qualifier. Mais quand je regardais sur le banc, les gens qui étaient assis, le président de la Fédé à l'époque, certains journalistes qui n'avaient rien à faire sur le banc, et que vous avez des attaquants, moi milieu de terrain qui évoluait un petit peu, je faisais la lien entre la défense et l'attaque, j'étais partout. Quand tu es mené 1-0, moi qui ai amené, comment dirais-je, des actions dangereuses, comme me sort, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne collait pas. Mais quelque chose qui ne collait pas, il ne voulait même pas faire le déplacement. Ce qui s'est passé avec Mountiane après le match... Je rappelle aux téléspectateurs, pour ne pas vous couper, Vladimir Mountiane était le sélectionneur national. Il était ukrainien. Ukrainien. Allez-y. Ça, c'était dans les vestiaires. J'étais en colère parce qu'on avait perdu, comment dirais-je, les 3 points. Et il fallait prendre 1 point pour jouer la qualif à Conakry ici. Ça n'a pas été le cas. Donc dans les vestiaires, il y avait, comment dirais-je, certains dirigeants et ça parlait de partout. Et l'entraîneur est arrêté juste derrière moi. Et comme il était handicapé, je l'ai juste touché. Oui, comme ça. Il n'est même pas tombé. Et après, ce sont nos dirigeants qui ont bavé sur moi. Ça m'a battu le sélectionneur. À la radio, à la télé. J'ai toujours, comment dirais-je, les articles. Que ce soit en bon ou en mal, je garde tout. Et après le match à l'hôtel, j'étais voir l'entraîneur, je me suis excusé auprès de lui, ce qu'il avait accepté. Et que les dirigeants, par contre, disons, en avaient marre de moi au sein de cette équipe. Et pourtant, je ne faisais que défendre une cause qui était noble, le groupe. J'ai toujours été un joueur de groupe. On ne peut pas gagner un match sans les autres. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis mieux placé aussi pour donner certains conseils à certains footballeurs qui ont du talent, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que je l'ai vécu. Et quand on l'a vécu, ça ne s'apprend pas
comment dirais-je, à l'école ni ou à la formation. Salam, qu'est-ce qui a manqué à cette génération dorée? Morley Souma Kolobati, les Ofuyansa, Edgar Babara, l'Abdou Karim Bangoura Akabe, la chance et la bénédiction. Expliquez-nous. Parce que le football guinéen, je l'avais déjà dit, maintenant les gens disent le karma. C'est le karma. C'est ce qui suit cette équipe jusqu'à nos jours. Nous aurons le temps tout à l'heure d'en parler. Salam Sow en sélection, Salam Sow dans les clubs. Vous avez joué en Belgique, en France, notamment à Martigues, c'est l'image qui est là. Et à toi, et à Akabe, et à Mohamed Silla Socrates. Mais la saison qui a suivi, le club a été relégué en national. Hein? Non, en division 2. En division 2. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Ben, tout simplement, on n'avait pas une très bonne équipe. C'était aussi simple que ça, parce qu'à un moment donné, moi, je me suis retrouvé aussi avant-centre. Wow. Les 3 buts que j'avais marqués dans le championnat de France, je jouais en pointe. Parce que Sokra, à un moment donné, Sokra était blessé. Et les 2 avant-centres qu'on avait ne faisaient pas le poids non plus. Donc l'entraîneur m'avait demandé de jouer en pointe. Alors ce qui faisait qu'on n'avait pas réellement une vraie équipe pour se maintenir en Ligue 2 et en Ligue 1. C'était si simple que ça. Vous avez joué en Belgique, vous avez joué au Portugal, vous êtes allé même en Corée. Oui. Une destination exotique, beaucoup n'ont pas compris à cette époque. Après Martigues, oui. Oui. Après Martigues, pour un prêt de 6 mois. Et les 6 mois m'avaient fait un bien fou. Parce que les Coréens s'entraînaient matin et soir. À un moment donné, après mes 6 mois, ils m'avaient même proposé un contrat de 2 ans. Et financièrement, c'était très intéressant. Mais j'avais refusé. Tu es allé au Qatar? Je dis non, je préfère plutôt garder ma petite vie tranquille au lieu de souffrir sur un terrain matin et soir. Parce que même les jours du match, on s'entraînait. Et pour moi, ce n'était pas du professionnalisme ni du football. Le football, on prend du plaisir. Mais globalement, dans ma carrière de footballeur en Europe, je n'ai pas eu la chance. Ok. Parce que je pouvais faire une autre carrière, mais pour l'avoir, il faut avoir 80% de chance, 20 de talent. Mais si tu as 80% de talent, 20 de chance, tu ne connais que des petites équipes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et je n'ai pas eu vraiment de très bons agents pour m'accompagner par rapport à ma carrière de football. Bon, nous, on vous a connu à Martigues, quand tu arrivais chez Salam. Et lui, il était couché sur le canapé. Il y a beaucoup de Guinéens qui dormaient dans son lit. Des fois, lui-même, il allait dormir ailleurs. Cet environnement autour de vous, est-ce que tout cela n'a pas impacté sur la carrière de Salam? Parce que les gens venaient de partout. Salam, qu'on connaît, gentil avec tout le monde. Il ne pouvait dire non à personne. Est-ce que tout cela n'a pas impacté? Non, pas forcément. Parce que je faisais la différence entre ma vie professionnelle et ma vie de tous les jours à la maison. Moi, c'était l'entraînement, la maison, dodo. Et comme je m'entraînais 2 fois plus que les autres, même lors de mon passage avec le Horea, je venais à l'entraînement à 15h30, mais l'entraînement c'était prévu à 16h30. Donc je faisais mes spécifiques avant le groupe. Et quand le groupe venait, j'intégrais le groupe. Les gens que j'ai aidés en Europe, il fallait le faire. Parce que tu ne peux pas voir un frère guinéen souffrir et que tu es là, que tu as la possibilité d'accompagner la personne. Je ne dirais pas que toutes ces personnes-là ont été, disons, reconnaissantes. C'est même pas la reconnaissance que je recherchais. Je savais qu'ils venaient d'une famille de la Guinée, donc il fallait leur donner un petit coup de main. Et là-dessus, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Mais ce que je viens de vous dire par rapport à ma carrière de footballeur, certes, j'ai rencontré certaines personnes que je n'aurais jamais dû rencontrer. Et même après ma carrière, ces 9 derniers mois que j'ai vécu ici, je regrette réellement d'avoir connu certaines personnes, en fille et en garçon. Wow. Est-ce que c'était très négatif pour ma personne. Excusez-moi de pénétrer un peu votre sphère sociale un tout petit peu. Est-ce que si à cette époque Salam était marié, ça ne l'a pas freiné un peu cette hémorragie?
C'est possible, oui. Un footballeur en a réellement besoin. Parce que quand tu grandis avec une femme, elle a connu ta pauvreté. Et tout ce qui a suivi, jusqu'à ce que tu as atteint un certain niveau, c'est que la personne là te connaît. Ouais. Mais en étant au sommet, tu vas rencontrer les plus belles nanas du monde. Mais est-ce que les belles nanas là sont tes nanas? Je ne le pense pas. Alors là, pas du tout. Je ne le pense pas. Ok. On va parler de football guinéen. On va se quitter bientôt, il ne reste pas grand-chose, c'est vrai. Quel est votre regard actuellement sur notre football? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça traîne? Pourquoi le football guinéen n'arrête pas, ne parvient pas à sortir de cette période de vache maigre? C'est pourquoi les mêmes problèmes qui surviennent. Parce que ceux qui diraient je refuse qu'on nous amène vers les états généraux de ce football guinéen, globalement les états généraux du sport guinéen. Parce que quand je regarde aujourd'hui un gamin, les jeunes de 7 ans, qui évoluent dans les rues, ou bien dans une équipe, dès que tu as le ballon, tu te mets à dribbler une ou deux personnes. Lâche le ballon. Non, qu'on doit laisser les enfants jouer au football. C'est ça le football. On dit souvent le football c'est un plaisir. Et il faut laisser l'enfant prendre du plaisir avec le ballon. Mais si tu lui dis donne le ballon, quand il aura ses 17 ans, 18 ans, et qu'il se retrouve en face d'un défenseur et qu'il ne peut même pas le dribbler parce qu'il ne l'a pas fait à la base. Et maintenant, au niveau des instances dirigeantes de football guinéen, ils doivent comprendre l'argent qui rentre, que la CAF, la FIFA et autres allouent à nos fédérations. Ce n'est pas l'argent qu'on doit donner aux professionnels. Ce n'est pas l'argent là qu'on doit donner aux joueurs qui sont aguerris. C'est l'argent qui doit aller au niveau de la formation. Développer le sport à la base. À la base. Et qu'on doit rendre notre direction technique fréquentable et que la direction technique soit plus puissante que les clubs. Et que la Fédé soit plus puissante que les clubs. Mais c'est le seul pays presque qu'on voit, les clubs sont plus puissants que, comment on appelle ça? La sélection. La sélection. Quand tu regardes la Ligue guinéenne de football, c'est les gars qu'on amène parce que c'est le petit de tel président. Ah ouais. C'est le petit de tel président. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le football au footballeur? Pas forcément le football au footballeur. Tu peux voir un gars qui connaît très bien le football, mais qui n'a pas joué, mais qui peut apporter un plus à ce football. Tu peux voir un ancien footballeur qui a un vécu, mais qui ne capte rien au foot. Alors, Salam, on peut avoir une idée sur vos projets actuellement en cours? Actuellement, je veux réactiver mon académie. Parce qu'il y avait la Sobragui qui me sponsorisait. Et j'ai travaillé avec un jeune qui a été vraiment très malhonnête envers moi. Il a même vendu certains joueurs ou les placer dans des différentes... Clubs à l'international? Non, ici dans des académies. Mais il y a de ces joueurs dans le AFIA et autres. Mais comme je n'ai plus de sponsors et que ça demande aussi pas mal de moyens, parce tu peux passer le message là, s'il y a des gens qui souhaitent collaborer avec vous dans ce cas. Le souci, moi mes jeunes ils ne payent absolument rien du tout. C'est moi qui ai amené de l'eau. Si j'avais la possibilité de leur acheter des chaussures, je le faisais. Mais à 98%, les jeunes qui ont du talent, qui veulent jouer au football, leurs parents n'ont pas les moyens. Et quand tu regardes les clubs qui ont vraiment une académie, c'est le AFIA et le Horea. À part ces deux, ou voir un petit peu, je ne sais pas s'ils continuent à le faire jusqu'à maintenant, Mathurin, mais à part ces deux, ou voir trois, il n'y a pas d'académie ici. Mais quand on a les moyens, il faut l'ouvrir, comment dirais-je, au meilleur, au talent. Parce que quand c'est fermé, il y a des jeunes qu'on peut retrouver en ville, ou bien à Mamou, à Yomo, qui ont du talent, mais ils n'ont pas le support. Et je veux réactiver aussi le projet de New York. C'est-à-dire? Non, c'est un tournoi, on m'avait, comment dirais-je, j'avais une invitation pour amener 40 jeunes à New York, les 15 ans 20 joueurs, les 17 ans aussi 20 joueurs. Donc ça allait se faire sur 5 ans. Chaque année, 40 jeunes allaient partir parce que le tournoi, ça se fera à New York. Et il y a les plus grands clubs du monde qui viennent avec les scouts. Il y a les universités
américaines aussi qui sont impliquées par rapport à ce tournoi, ça aurait été tout bénéfice pour le football guinéen. Au lieu d'aller chercher certains joueurs qui ne veulent pas venir parce qu'ils attendent l'équipe de France et qu'à la dernière minute ils choisissent la Guinée, moi c'est des trucs que je n'aime pas. Salam, on va se quitter bientôt. Il est temps de parler d'anecdotes. Cette histoire un peu intéressante que vous avez vécue avec le Sili dans les moments les plus difficiles, tir au but, dans les vestiaires, à la CAN, parce que vous avez joué 2 CAN, hein, si je ne m'abuse, 83 CAN, ouais, en 98, 2004 et 94. 94, 98, 2004. Est-ce que vous retenez encore certaines histoires intéressantes avant qu'on fasse cette émission avec tes amis, vestiaires, sur le terrain de football, à l'entraînement, avec le Sili national? Les anecdotes là, je préfère les garder parce que ce n'est pas beau à entendre. Non. Intéressant. Venant de certains de nos amis. Mais ce que je retiendrai, c'est à Libreville. Au Gabon. Au Gabon. Pour ce match de barrage là? Oui, quand j'ai reçu le coup de fil du général. Lansana Conté. Parce qu'il savait ce qui se passait déjà à l'hôtel concernant l'équipe. Le climat était déjà tendu. Tendu, très tendu. Il m'appelle, il me dit Salam, Danara. Je dis oui, Il t'appelle Fouladi? Je dis mon papa chéri, oui. Annette, toute la Guinée est à l'écoute. Allez jouer. Battez-vous pour vos parents. Ça fait 14 ans que la Guinée attend ce moment. C'est le moment. Après le reste, vous me trouverez à Conakry. Allez faire ça pour vos parents. Et pour la population guinéenne. Donc moi, quand j'ai raccroché le téléphone, je suis monté dans le bus, mais gonflé, ça t'a galvanisé? Gonflé à bloc. Alors dans les vestiaires, j'avais demandé à tous les dirigeants de nous excuser. Quand j'ai pris la parole, je leur ai dit, c'est aujourd'hui. Après 14 ans, c'est aujourd'hui. Mettez vos mains ici. Chacun, comme ça. Et Akabi nous a sorti une injure dont je préfère ne pas le dire. Narana Saniba. Allez, on y va les gars. C'est aujourd'hui. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et vous vous êtes qualifié. Et on s'est qualifié. Alors, cette question qui me brûle la lèvre, après plus de 20 ou 30 ans de carrière, qu'est-ce que le football vous a apporté financièrement, je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que le foot a apporté à Salam? Le foot m'a tout donné. Si je vous dis aujourd'hui que je suis malheureux, c'est que c'est faux. Les gens parlent beaucoup d'argent. C'est bien beau d'avoir des sous. Mais quand tu as la paix du cœur, et que tu peux dire ce que tu veux, ce que tu penses, de toi, déjà, c'est important. Ce que je viens de traverser ces 6 derniers mois, m'a permis de savoir réellement qui est qui, mais surtout qui moi je suis. Du moment que je sais aujourd'hui qui je suis, je reviens sur le terrain. Vous savez pourquoi? Le foot a besoin de moi. Et personne ne m'empêchera d'accompagner ces jeunes. Parce que la population guinéenne a besoin qu'on ramène une trophée dans ce pays. Tu veux te rapprocher de cette... Non, pas me rapprocher, je suis dedans déjà. Mais je vais m'investir encore un peu plus pour qu'on ramène une trophée dans ce pays. C'est vrai que mais pour ça, je ne suis pas un cadeau. Il faut les moyens. Vous avez besoin forcément des gens pour vous accompagner. Non, il n'y a pas que ma personne. Quand je dis qu'il faut ramener une trophée, je ferai en sorte que ceux qui dirigent le football aujourd'hui et qui prennent mes remarques et que ma personne en considération pour mener au bon port le football guinéen. À eux tout seuls, ils ne pourront pas. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le vécu que j'ai. Ils n'ont pas le vécu que Kola. Ils n'ont pas le vécu que Titi Camara. On peut dire tout ce qu'on veut sur Camara. Mais on ne peut pas l'ignorer par rapport, parce qu'il a été président d'une fédération ou ministre. Est-ce que quand il devenait ministre, il était prêt? Je ne le pense pas. Non. Mais aujourd'hui,
je sais qu'il peut apporter quelque chose. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il parle de Titi Kabara. Ce qui n'était pas bon. Et je sais, ces 8 derniers mois, ce que j'ai vécu, je l'ai ressenti. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses. Beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Parce que le foot a besoin de moi, j'ai besoin de foot. Et j'espère qu'ils comprendront que je dois revenir et apporter un plus pour le football guinéen. Parce que la population guinéenne souffre. Le Sidi fait souffrir les gens. Qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que j'ai entendu même certains dire, un dirigeant dire, oui, tant que nous serons à la Fédé ici, les anciens là ne viendront pas ici. Mais ils étaient nos supporters au 28 septembre ici. Ouais. Pourquoi ils peuvent nous haïr de la sorte? Ah bon? C'est arrivé à ce niveau? Non, après dire, oui, ils ne sont pas instruits. Qui a besoin d'instruction pour jouer au ballon? Mais toutes ces années que nous avons vécues, en étant professionnels, on ne devient pas pro par hasard. Parce que nous, à l'époque, quand on jouait, il fallait 3 étrangers par club. Ouais. Donc pour évoluer en première division, il fallait avoir quelque chose entre les jambes et d'être fort aussi dans la tête. Parce que quand je vois le football guinéen à ce niveau aujourd'hui, et hier j'étais même un petit peu malade. Ouais, quand on a perdu face à la Tanzanie. C'est bien beau de perdre. Je ne peux pas juger l'équipe là. L'entraîneur a tout dit lors de son passage, son interview. Ouais. Il a tout dit. Je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Il manque de patriotisme, de motivation. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Allons aux états généraux de ce football. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Le président ne peut pas tout faire. Si tu vois qu'un monsieur comme Antonio a échoué, tous ceux qui étaient autour de lui demandaient quand est-ce le voyage pour les perdièmes. Ils n'ont pas aidé ce monsieur. Mais à lui, tout seul, il ne pouvait pas. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, qui est parti? C'est lui. Mais il voulait amener quelqu'un d'autre pour ne pas qu'il bouge eux aussi. Ça, c'est vrai. Et le bon Dieu a fait que de telle sorte qu'ils sont presque tous partis. Mais l'équipe qui est venue là, il doit faire très attention. L'équipe de Bouba Sampi? Évidemment, l'équipe de Bouba, il doit faire très attention, ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce que les mêmes erreurs amèneront les mêmes causes. Et cette fois-ci, la CAF, ils vont nous suspendre peut-être pour 5 ans. Le football guinéen n'appartient ni à Paul ni à Pierre. Le football guinéen nous revient à nous tous. C'est en se concertant qu'on fera quelque chose de très grand et en rendant surtout la direction technique autonome. Abdou Salam Sow, le Golden Boy. J'espère que vous avez aimé cette émission. On est au domicile d'Abdou Salam Sow. Avant de discuter, vous avez un message aux autorités, aux personnes de bonne volonté qui nous regardent en ce moment pour vous accompagner dans vos projets? Que le bon Dieu bénisse ce pays. Que le bon Dieu bénisse la Guinée. Et j'attends des autorités guinéennes qu'ils accompagnent les anciens footballeurs. Ça fait depuis 2015. Nous avons nos licences B. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas la licence A CAF. Si l'État peut nous accompagner, accompagner tous ces anciens, il y en a au moins 22 qui ont la licence B, mais pas la licence A. Rien que ça, ce serait un grand pas pour le football guinéen. Se retrouver avec 2 entraîneurs qui ont la licence l'AP est gaucher. Mais c'est une anomalie. C'est même une foutaise. C'est des problèmes. Il a fallu même l'appui du président de Nilo, Mouya, que je salue. C'est ce que je pouvais dire. Allez, Abdou Salam Sow, le Golden Boy, ça a été vraiment un plaisir pour moi. J'espère que ça ne serait pas la dernière fois. Je l'espère de tout mon cœur. Voilà. Chers téléspectateurs, c'était dans cette émission AGP Sport. Nous étions au domicile d'Abdou Salam Sow avec lui. On a fait un peu le parcours de sa carrière. On a parlé du Sili, de ses projets. C'était un réel plaisir pour moi de vous servir cette semaine. Espérons vous retrouver avec la joie et dans la même ferveur, dans la même émission la semaine prochaine. Merci. Au revoir.